Je suis tombé, comme tout le monde, sous le choc de Jérusalem. On ne peut pas passer par Jérusalem et en ressortir le même. On n'en ressort pas indemne, mais dans le bon sens du terme. Monsieur Éric Danon, ambassadeur de France en Israël, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à la résidence de France à Yafo pour cette interview qui marque en fait la fin de votre mission en Israël. On va bien sûr dresser un bilan de votre passage ici et faire le point des relations franco-israéliennes, mais je voudrais vous demander, il y a un peu plus de 4 ans, lorsque vous avez appris que vous avez été nommé en Israël, quelle a été votre réaction? Une très grande surprise et un bonheur et une très grande fierté et un regret que mes parents soient décédés. Vous avez voulu vous voir arriver en Israël? J'aurais voulu en tout cas que eux le voient. Après, c'était une surprise parce que je n'avais pas demandé le poste et me l'a offert, et une très grande fierté parce que je savais que les défis à relever seraient très nombreux, très forts, et un bonheur d'avoir à se lancer dans cette aventure-là. Alors justement, lorsque vous êtes arrivé, vous vous êtes fixé une mission particulière, un objectif particulier? Oui, c'était de développer les relations franco-israéliennes avant tout et quelles que soient les circonstances. Bien sûr, ça fait partie des missions normales de tout ambassadeur, pas en poste, de développer la relation. Mais la relation entre la France et Israël étant à la fois tumultueuse, passionnelle, faite de haut et de bas, presque en montagne russe, je me suis dit, il faut essayer de développer la relation, mais sous-entendu aussi en apaisant cette relation et qu'elle devienne plus fluide, plus facile. Quels ont été les principaux sujets de coopération entre la France et Israël au cours de votre mandat? On peut commencer par ce qui est le plus visible et quantifiable, c'est-à-dire les relations économiques et commerciales. En 4 ans, nous avons augmenté les exportations et les importations de plus 45%, avec un solde positif pour la France de 500 millions de dollars. Et je suis assez content et fier de ce résultat, que l'on doit bien entendu d'abord aux acteurs économiques eux-mêmes et aux entreprises, bien entendu. Et je suis d'autant plus heureux du résultat que cette balance positive se fait sans vendre d'Airbus et sans vendre de matériel militaire. Dans beaucoup de pays avec lesquels la France a une balance positive, c'est différent. Et je pense qu'en plus, ce commerce, il est favorable pour la France et pour les Israéliens. J'en veux pour preuve l'ouverture récente de Carrefour, qui fait du bien à tout le monde. Il y a aussi, bien entendu, des défis. Quels ont été les défis, justement, principaux dans la relation entre la France et Israël? La relation dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous partions d'une situation compliquée par l'histoire. Tout le monde sait bien que depuis la rupture de confiance de 1967, au moment de la fameuse conférence de presse du général de Gaulle, tous les chefs d'État et de gouvernement successifs en France ont assuré, surtout depuis François Mitterrand, la main sur le cœur que jamais ils ne transigeraient sur la sécurité d'Israël. Et pourtant, la suspicion demeure. Et je me suis fixé pour objectif que cette suspicion diminue lentement, mais sûrement. Elle ne peut pas totalement disparaître tant qu'il n'y a pas eu de gestes symboliques forts au plus haut niveau de l'État. Et lentement, par des actions de coopération, nous sommes devenus en 4 ans le 2e partenaire d'Israël en matière de coopération militaire et de défense. Certes, loin derrière les États-Unis, mais quand même, c'est un vrai changement. Donc, nous avons des choses qui sont très visibles. Par exemple, des escales de bateaux toutes les 5 semaines en moyenne dans le port de Haïfa. Nous sommes le pays qui a le plus d'escales en Israël devant les Américains. Nous avons des coopérations dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique, et ce qui est visible, c'est que pour la première fois, il y a 2 ans, des Rafales
se sont posés en Israël dans le cadre d'un exercice appelé Blue Flag, qui recommence en octobre prochain. Mais il faut bien voir qu'il n'y avait pas eu de chasseurs français en Israël depuis 1971. Donc on peut mesurer la dimension symbolique de cela. Nous faisons en sorte que les chefs d'état-major se rencontrent. C'était la première fois qu'ils se rencontraient seuls, c'est-à-dire hors de délégation ministérielle. Et nous avons des choses dont on ne peut pas parler, qui sont des coopérations dans le domaine du renseignement, qui ont énormément augmenté et qui permettent d'obtenir de vrais résultats dans la lutte contre le terrorisme. Et puis il y a eu aussi l'année dernière le fameux accord avec le Liban, dans lequel la France a joué un rôle très important. Oui, c'est une des négociations dont je suis le plus content. Le négociateur était l'Américain. Mais nous avons fait en sorte que les partenaires de cette négociation restent autour de la table et ne partent pas en permanence comme ils en avaient vraiment envie. Et le résultat est vraiment un très bon accord qui a été contesté à un moment mais qui ne l'est plus. Donc c'est très bien comme ça. Au niveau politique intérieur, vous savez qu'Israël est secoué par cette réforme judiciaire. Est-ce que cela a une influence sur les relations avec la France? Je dirais non, parce que d'abord c'est une affaire intérieure israélienne. Elle peut avoir des conséquences un jour sur la relation, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Nous ne savons absolument pas quelles vont être les conséquences pratiques, concrètes de la réforme judiciaire et de je dirais, la réorganisation de la vie en Israël autour de cela. Alors vous avez été aussi ambassadeur en pleine crise du Covid. Vous êtes arrivé quelques mois avant la crise du Covid. Comment vous avez vécu cette période ? En très grande solidarité, en très grande empathie avec les Français et les Franco-Israéliens qui vivaient ici. Tout le monde a été touché par cette crise, à des degrés divers. On a vu arriver des personnes que nous ne connaissions pas, en temps normal, pourrait-on dire, et que nous avons retrouvées au niveau du consulat et de l'ambassade parce qu'elles traversaient des périodes de vie très difficiles. Et donc, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était essayer de marquer la solidarité de la France. Et ce qui a été extraordinaire par rapport à d'autres pays, c'est que les associations ici avaient fait, bien avant le Covid, et font toujours un travail formidable de repérage des personnes en difficulté. Ce qui fait que lorsque le Covid est arrivé, nous avions déjà un état de la situation et une connaissance des personnes sur lesquelles il fallait faire porter l'effort de solidarité, qui fait qu'on a pu agir très vite. Et puis la deuxième chose, c'est que les associations, elles ont contribué aussi, au point que probablement toutes associations confondues, il y a eu plus d'interventions et d'aide des associations que du consulat. Déjà, regardez Qualita. Pour tout ce que nous avons mis, nous, c'est-à-dire à peu près 800 000 €, Qualita a doublé la mise. Donc déjà, c'était énorme. Et puis il y a eu d'autres associations qui ont aussi apporté leur contribution. Donc on a eu, je dirais presque, peut-être un effet d'entraînement. Ces partenariats sont importants à vos yeux ? C'est fondamental parce que ça montre que c'est pas l'État d'un côté à Paris qui décide. Non, ça doit se faire avec les associations. Sans les associations, nous n'y serions pas arrivés dans de bonnes conditions. Ces aides que nous avons distribuées, eh bien, à 95%, elles ont été distribuées à des gens que nous ne connaissions pas au consulat, qui n'étaient pas inscrits, que nous ne connaissions pas. Et donc, on a vu un mouvement de rapprochement, pourrait-on dire, de la communauté française et franco-israélienne vers l'ambassade et le consulat. À quelque chose malheur et bon, on a retrouvé une forme de contact avec la communauté franco-israélienne dont on ne peut que se réjouir. Je voudrais parler justement de cette communauté francophone aussi, de ces ressortissants français qui vivent en Israël. Israël étant un peu un cas particulier, avec une communauté qui a quitté la France pour s'installer ici, mais qui souhaite aussi conserver des liens avec la France. Cette ambivalence n'est pas trop difficile à gérer pour un ambassadeur ? Elle n'est pas difficile à gérer, elle est passionnante en soi. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, en discutant avec les gens, avec des centaines de personnes, qu'au fond, chacun est différent et a une relation à Israël et à la France différente. Et chacun a trouvé, comme il pouvait, je dirais, un équilibre entre son envie d'Israël et son envie de France. Et c'est pas facile pour les gens parce que, en plus, ça change dans le temps. En fait, suivant l'histoire de la famille, suivant sa propre histoire, suivant sa propre réussite ou sa propre difficulté en Israël, suivant ses options politiques, eh bien, on voit les gens qui
même avec l'âge, oscille. Et oscille en fonction des circonstances. Je vous donne un exemple. Parfois, le tropisme vers la France augmente. On vient de parler de l'exemple du Covid. Là, je les vois se rapprocher de la France. Et puis parfois, ils s'éloignent. Au moment où nous votons à l'Assemblée générale des Nations Unies ce qu'on appelle le paquet des résolutions palestiniennes, alors là, j'ai tout le monde qui part dans l'autre sens. Et donc, vous avez comme ça, au jour le jour, un balancier qui se fait, des oscillations. C'est la somme de tout ça qui fait la communauté franco-israélienne. Et sans forfanterie, et c'est pas parce que c'est une interview, j'aime profondément cette communauté franco-israélienne, aussi à cause de cette diversité d'approche de ce qu'on peut appeler la double identité, qui est une chose tellement difficile pour chacun à gérer. C'est pas pour l'ambassadeur, c'est dur à gérer. C'est pour chacun. On voit que vous connaissez bien cette communauté. Et d'après vous, quels sont aujourd'hui les défis de l'intégration des Juifs de France qui font leur alia? Ça dépend si l'alia est bien préparée ou pas. Je constate que quand elle est bien préparée pendant plusieurs années, quand la personne qui veut venir connaît déjà bien Israël, le cas typique étant quelqu'un qui a son appartement ici, qui vient pendant les vacances, 1 mois par an, et puis au bout de 10 ans, il se dit, bon allez, on va franchir le pas. Alors ça va bien si le modèle économique suit, parce que malheureusement, souvent les retraités, par exemple, découvrent que c'est beaucoup plus cher à vivre que ce qu'ils pensaient. Quand c'est mal préparé, c'est-à-dire c'est un peu un coup de tête, c'est un peu par défaut, alors je vois le taux d'échec augmenter. Le taux d'échec est assez faible, de l'ordre de 10%, ce qui est le cas pour tous les pays du monde pour l'immigration. Fondamentalement, les Français pensent qu'ils sont attendus ici, etc. Je pense que la réalité est bien plus difficile que ça. Après, il y a l'affaire du coût de la vie. La vie en Israël, c'est cher. À bien des égards, à Tel Aviv, c'est plus cher qu'en France. Je crois qu'il faut vraiment bien prévenir les gens que non seulement c'est différent, non seulement c'est pas simple d'immigrer, mais que en plus, matériellement, ça risque de pas être facile. Comment, d'après vous, l'ambassade peut aider justement à résoudre ces défis? L'information. L'information, il faut décrire aux gens la réalité d'Israël, suivant d'ailleurs les endroits où on habite. Il faut pas survendre Israël, parce que la dureté après va être trop forte, mais il faut pas non plus sous-vendre Israël. Moi, je suis pour dire exactement aux gens, je reçois beaucoup de gens, je leur dis, bon ben voilà, en fonction de vos revenus, en fonction de votre envie, pourquoi vous venez? Vous avez ceux qui veulent vivre leur judaïsme plus à fond. Très bien. Vous avez ceux qui sont très Startup Nation. Mes enfants auront un meilleur avenir ici qu'en France. Très bien. Vous avez ceux qui viennent pour une raison négative, entre guillemets. C'est « Oh, vous savez plus ce que c'est, monsieur l'ambassadeur, mais l'antisémitisme en France et le sentiment d'insécurité, j'en peux plus, je viens ici. » Très bien. Et puis, vous avez un petit reliquat de gens qui viennent, pour des raisons fiscales et autres, nous n'en parlerons pas. Donc, vous avez des raisons mêlées, parce qu'il peut y avoir un peu de Startup Nation, un peu de judaïsme, un peu de peur de l'antisémitisme. Tout ça se mélange dans la tête des gens, et l'important, c'est d'être au plus vite clair avec soi-même. On va parler maintenant des projets que vous avez faits. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous a marqué et dont vous êtes particulièrement fier? Encore une fois, dans le domaine économique et commercial, nous avons fait décoller un certain nombre de projets. J'espère qu'il y en aura d'autres après, des succès comme Decathlon ou Carrefour ou certaines marques du luxe qui sont présentes. Il y a plein d'autres domaines, je pense au bricolage, au surgelé, etc., où il y a beaucoup à faire. Dans le domaine de la coopération militaire, on peut pas en parler, mais je suis extrêmement fier de 2 ou 3 opérations que nous avons menées. Dans le domaine culturel, il y a eu un travail avec certains acteurs ici. Je pense par exemple dans le domaine du théâtre et des spectacles. En partenariat, c'est beaucoup mieux. Et ça donne une fluidité à l'ensemble. Je suis aussi très content de cela. Est-ce qu'il y a des regrets, des choses que vous auriez voulu réaliser, que vous n'êtes pas arrivé à faire? Oui, mais ce sont les circonstances. Quand le président de la République vient ici le 23 janvier 2020, la feuille de route après est formidable, ambitieuse, passionnant, tous les projets ont du sens, etc. Le Covid arrive 1 mois et demi après. Et boum, au début, on tient bon, on se dit, allez, c'est qu'un petit mauvais moment à passer. 2 ans de ça. Ça a malheureusement cassé un certain nombre de dynamiques. Et puis quand ça s'est terminé, je me suis dit, allez, on remonte au créneau. Et là, arrive l'Ukraine. Et là, tout l'agenda politique à Paris
se tourne vers l'Ukraine. Donc oui, je regrette des choses. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites ministérielles, mais il y a eu 5 élections en 4 ans. Et donc, les ministres français qui voulaient venir, ils disaient, oui, mais est-ce que la personne à qui je vais parler, elle sera là dans 6 mois? Et je ne pouvais pas apporter de réponse. Donc, voilà, il y a eu, le regret, il vient des circonstances. Alors, je voudrais aussi qu'on parle des personnes. Vous avez, bien entendu, rencontré des centaines, peut-être même des milliers de personnes pendant votre mission. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement marqué? Oui, et beaucoup. Alors, peut-être trop pour que, comme ça, on les évoque tous. Prenons 2 personnalités, évidemment, fondamentales, qui sont les 2 chefs d'État que j'ai rencontrés. D'abord, Reuven Rivlin, à qui j'ai remis mes lettres de créance, et qui, dès mon premier long entretien en tête-à-tête avec lui, m'a dit cette phrase qu'il a dit publiquement après, et qui m'a beaucoup marqué. Les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas condamnés à vivre ensemble, ils sont destinés à vivre ensemble. Et je suis parti avec cette idée qu'au plus haut niveau de l'État, il y avait cette approche, et ça m'a beaucoup touché. Évidemment, aujourd'hui, avec le président Isaac Herzog, avec qui j'entretiens maintenant une vraie relation. Et ce qui m'a frappé avec lui, dans sa manière de dire, de parler d'Israël avec une profondeur historique, c'est en fait comment, à travers l'histoire de sa propre famille, incarne l'histoire d'Israël. Et quand il parle, on sent cette incarnation de l'histoire d'Israël. Et comme une partie de sa famille a aussi été à Paris à un moment, en fonction, eh bien, ça donne à la relation franco-israélienne une allure nouvelle et particulièrement ouverte et, à mes yeux, passionnante. Alors bien sûr, vous êtes aussi beaucoup promené, vous avez bien entendu connu ce pays. Il y a un endroit, peut-être une rue, que vous allez regretter? Regretter, mais je compte bien revenir. Je suis tombé, comme tout le monde, sous le choc de Jérusalem. On ne peut pas passer par Jérusalem et en ressortir le même. Cette ville est juste incroyable parce que, comme tout est sacré, vous marchez dans Jérusalem et vous avez véritablement le sentiment d'être dans la matrice de l'histoire. Me retrouver au Kotel tôt le matin, marcher dans les rues de la vieille ville, ce sont des moments exceptionnels. On n'en ressort pas indemne, mais dans le bon sens du terme. On connaît bien entendu le nom de votre successeur, il s'agit de Frédéric Journès. Quel conseil pouvez-vous lui donner? C'est facile, mais peut-être difficile à mettre en œuvre, mais prendre le temps de comprendre la complexité d'Israël. Les gens arrivent en Israël et ils ont l'impression que c'est facile à comprendre. C'est un pays qui est devenu pour moi le symbole de la complexité. Il faut toujours remettre en question ce que l'on pense savoir sur le pays. Évidemment, on voit Israël à travers les yeux beaucoup de la communauté franco-israélienne. Mais j'ai pris le temps d'aller chez les Russes, d'aller chez les Éthiopiens, d'aller évidemment dans les 3 pays du Maghreb, enfin les communautés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, mais aussi de Pologne ou de Roumanie. On n'est pas dans le même monde et surtout on est dans une vision d'Israël qui est totalement différente. Ce qui m'a fait dire, et ça en a fait sourire plus d'un, c'est que contrairement à ce qu'on pense, Israël est un pays où on peut être juif comme on veut. Les gens arrivent de partout dans le monde, ils n'ont pas le même judaïsme, et en fait, ils sont obligés, entre guillemets, d'être très tolérants dans la manière dont chacun vit son judaïsme. Et alors qu'on pourrait penser qu'il y a très peu de manières d'être juif en Israël, c'est exactement le contraire. Ça fait partie de ces conseils que je donnerais, enfin je vais déjà donner parce qu'on se parle beaucoup en préparation de sa venue, prendre le temps de voir que ce qui paraît tellement simple comme ça, tellement clair, est en fait d'une immense complexité humaine. C'est pas trop difficile de comprendre cette complexité? Non, si on a envie de la comprendre. Et je pense qu'il est tout à fait dans l'envie de comprendre, parce que tout est question d'empathie avec ce pays, qui est un pays, encore une fois, de passion, d'amour, mais aussi de tension, de déchirure. Il faut avoir envie de se plonger dans le bain pour le comprendre un peu. Monsieur Éric Danon, ambassadeur de France en Israël pour encore quelques jours. Quelques jours. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci et j'en profite pour saluer tous vos auditeurs
et vous dire combien leur soutien, y compris au moment difficile, a été précieux pour moi. Merci beaucoup.